Aujourd'hui, je vais vous parler de cette architecture et d'abord, je vais commencer par présenter le data flow. Alors, pour cette architecture-là et pour ce use case-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les données collectées à partir d'une station. Cette station, c'est une véhicule. Euh, et qu'est-ce qu'on peut récupérer comme données à partir de cette véhicule? Sont des données de caméra, des données de la télémétrie, ainsi des capteurs. Et par la suite, on va les enregistrer dans un compte de stockage qui est Azure Data Lake Storage. Et cette zone-là, c'est une zone qu'on appelle raw data. C'est une zone où les données ne seront pas étiquetées, ne sont pas qualifiées, sont des données brutes telles qu'elles sont dans la source. Donc c'est une étape qu'on recommande dans une architecture qui permet de qualifier les données et aussi par la suite de faire des tests de données si on arrive par la suite dans la partie finale qui est l'étape 9 pour traçabiliser les données, pour valider les données s'ils sont corrects ou non, s'ils sont bien agrégés, s'ils sont bien étiquetés. On revient faire des vérifications sur le data lake. Alors dans le data lake, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des zones de données qui sont séparées par des clés d'indexation et des clés plutôt de sharding. Et ces clés de sharding qui peuvent être, par exemple, un clé de sharding sur les données du caméra et un clé de sharding sur les données du télémétrie et ainsi de suite. Et par la suite, ce qu'on va faire dans notre data lake, c'est qu'on va créer des dossiers et dans chaque dossier, lorsqu'on récupère des nouvelles données, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va stocker d'une manière incrémentale, transactionnelle, ces données-là dans le data lake et ces données-là qui seront étiquetées, versionnées et qui seront non qualifiées. J'insiste sur la notion non qualifiée parce que c'est une raw data. C'est dans cette zone-là, on n'effectue pas des traitements et de modifications de données. Alors, par la suite, dans l'étape 2, une Azure Data Factory qui sera déclenchée avec un intervalle planifié ou avec un ordonnanceur, alors qui va être exécuté si des données qui arrivent dans la partie raw. Alors, dans cette étape-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va réaliser un contrôle de qualité de données, tel que la somme de contrôle. Aussi, on peut supprimer des données qui sont pas fiables, qui manquent d'informations. Par exemple, j'ai des images de capteurs qui sont pas claires. Donc là, je peux détecter, je peux rajouter dans mon Azure Data Factory un Azure Databricks avec du Pandas ou avec des librairies définies pour faire de la qualification d'images. Et c'est là, dans cette étape-là, où je vais faire la réjection des données. Je vais rejeter des données. Alors, par la suite, ce qu'on peut faire aussi dans cette étape-là, c'est la suivi et la traçabilité de données avec un appel API de métadonnées à l'aide du App Services. Et dans cette étape-là, qui va mettre à jour les données stockées dans un Cosmos, comme vous voyez, et pour créer un flux de données pour chaque mesure, il existe un flux de données qui est brut. Par la suite, une copie de cette donnée, qui est une activité de copie dans Azure Data Factory, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va copier des données d'un compte de stockage qui est appelé brut ou la partie raw data dans un stockage qui est le data lake, qui sont des données de qualité. Et par la suite, un appel aussi API qui va mettre à jour les métadonnées pour marquer que des données qui sont été terminées afin d'être composant avec du service qui puisse consommer le flux de données. Et par la suite, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut faire de l'archivage dans du data lake et on va archiver des données
et on va aussi supprimer des données dans le code, le compte plutôt d'atterrissage de données. Alors, par la suite, dans l'étape 3, l'Azure Data Factory, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que, avec l'aide de l'Azure Batch, c'est qu'elle va traiter les données de la zone brute pour extraire de l'information que les systèmes en aval peuvent consommer. Alors, le batch, il va lire les données à partir des briques de fichiers bruts et génère des fichiers dans la brique sélectionnée dans les dossiers respectifs, comme vous voyez dans l'architecture. Alors là, on a de l'Azure Data Lake pour stocker des images, pour stocker du LiDAR et d'autres types aussi de stockage. Alors, étant donné que les tailles de chaque fichier brut peuvent être supérieures à 2 gigas, une fonction d'extraction de traitement parallèle sont exécutées sur chaque fichier. Ces fonctions-là extraient les informations traitées à partir de ce genre de fichiers d'entrée et effectue également des traitements sur les métadonnées. Alors, Azure Data Factory et le batch offrent un moyen d'effectuer le parallélisme d'une manière évolutive. Alors, les données sont sous-échantillonnées et sont réduites de qualité et qui peuvent être étiquetées et annotées. Par la suite, dans l'étape 4, il y a aussi une Azure Data Factory avec du batch, comme on a expliqué, pour paralléliser le traitement. Alors, si les données d'enregistrement d'événements du véhicule ne sont pas synchronisées entre les différents capteurs, une pipeline Azure Data Factory est déclenchée qui va synchroniser les données et va créer un jeu de données valide et un algorithme de synchronisation, il va les exécuter sur le batch. Alors, l'étape 5, comme d'habitude, on a une Azure Data Factory. Et cette Azure Data Factory, pour votre information, ça peut être une pipeline au sein de la même ressource Azure pour faire de l'économie des ressources. Par la suite, cette Azure Data Factory va exécuter pour enrichir les données et parmi les exemples qu'on peut améliorer, par exemple la qualité de la télémétrie des données, l'enregistreur, les images, euh, les données météorologiques par exemple, la cartographie des objets. Alors, une fois les données sont enrichies, ils peuvent être fournis comme un élément de recherche ou data scientist avec de l'Azure Cognitive Services Vision. Et c'est là où les data scientists ils vont travailler et ils vont extraire à partir des métadatas et des données, ils vont créer des algorithmes de classification des données et ils peuvent être un point de départ pour aller travailler sur ces données-là. Alors là aussi, ce qu'on peut faire, c'est de relier avec un Azure Purview pour pouvoir faire de lineage des données. Par la suite, dans l'étape 6, qu'est-ce qu'on peut faire? Une pipeline Azure Data Factory qui détecte les scènes. Les métadonnées de la scène sont conservées dans le Cosmos DB. C'est notre magasin de métadonnées. Et ces données-là, ils seront explorés et partagés avec du datashare, avec les autres entités, si on a d'autres entités dans notre organisation. Et c'est avec du datashare, c'est là où on peut mettre une data stratégie ou une gouvernance autour de la donnée pour pouvoir partager ces données-là avec d'autres gens. Alors, ces métadonnées aussi seront enrichis à chaque étape. Ils seront stockés, updatés dans le Cosmos DB. Et ces magasins-là de données, ils seront traçables tout au long du processus de l'extraction des données. De sous-échantillonnage, de synchronisation aussi, de la détection aussi des scènes entre ces données-là
qui peuvent être faites tout au long de cycle de vie de cette architecture. Alors, l'étape 9, c'est l'exécution d'une Azure Databricks, où c'est du Synapse Analytics qui permet de connecter un API de métadonnées pour accéder aux données du Data Lake et qui vont effectuer des recherches sur ces données-là. Alors, quels sont les composants de notre architecture et pourquoi on l'a utilisé, pourquoi on a fait ce choix-là? Alors, pour le Databox, va permettre d'envoyer des teraoctets de données à l'intérieur et à l'extérieur de l'Azure d'une manière rapide, économique et fiable. Donc, dans cette solution, le Databox est utilisé pour transférer les données d'une véhicule collectée vers de l'Azure et vers d'autres aussi opérateurs régionaux. Alors, le Edge stockage, le stockage Edge, pardon, c'est un fournisseur des fonctionnalités dans Azure. Euh, c'est un moyen de calcul et de stockage. La mise en réseau et l'apprentissage automatique avec l'accélération du matériel sont des exemples de fonctions qu'on peut trouver dans ce composant. Alors, l'Express Route, pourquoi on l'a choisi ici dans cette architecture? C'est un réseau qui va être étendu au cloud au moyen d'une connexion privée. Alors, le Data Lake, ce qu'on trouve quasiment dans toute l'architecture, dans l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, sont en fait des étapes de qualification de données. Alors, il va nous permettre de stocker la quantité de données dans son format brut, native. Dans ce cas, le data lake stocke des données de fonctions de phase. Par exemple, euh, là ici, on a des données brutes et lorsqu'on avance, les données seront qualifiées et enrichies au fur et à mesure. Alors, par la suite, on a utilisé aussi l'Azure Data Factory. C'est une solution serverless complètement managée pour créer et planifier des workflows ETL. Euh, par la suite, avec ce qu'on peut faire aussi avec Azure Data Factory, c'est soit de l'ETL ou soit le ELT. Et on a utilisé aussi de l'Azure Batch. Pourquoi? C'est pour exécuter des programmes de traitement par lot, de calcul, c'est de HPC en arrière-plan et qui est efficacement utilisé pour des traitements à grande échelle. C'est pour les données Big Data. Et on a aussi utilisé du l'Azure Cosmos DB. C'est une base de données multi-modèle qui est distribuée à l'échelle mondiale et elle stocke les résultats de métadonnées comme des mesures stockées. Aussi, on a utilisé dans l'étape 7 le datashare qui permet de partager des données avec les organisations partenaires avec une sécurité renforcée. Et aussi grâce à un partage sur place avec les fournisseurs. On a aussi choisi l'usage du Databricks parce que il permet de traiter des données de grande volumétrie et au-delà de 1 Tera sans aucun problème. L'important, c'est qu'il faut bien sizer notre cluster pour qu'il puisse traiter ce genre de données. Alors, le Azure Synapse Analytics a été choisi pour l'analyse sur l'ensemble de l'entrepôt de données et c'est un système aussi qui est Big Data. Alors aussi, on a choisi le Cognitive Services Vision. C'est pour but de faire du cataloguing des données. Alors aussi, on a choisi l'usage de l'App Services. C'est un service d'application web serverless. Dans ce cas,
il sera utilisé avec des API de métadonnées. L'Azure Purview qui va assurer la data governance des données de votre organisation. Alors, l'Azure Container Registry, il va nous permettre de enregistrer d'une manière managée les images du conteneur. Cette solution utilise du Container Registry pour stocker le conteneur pour les traitements des rubriques. Alors, aussi, ce qu'on recommande d'utiliser, c'est le App Insight. C'est une extension de l'Azure Monitor qui fournit des fonctions de monitoring de performance des applications. Dans ce scénario, l'App Insight vous aide à gérer l'observabilité et l'extraction de vos mesures. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les journaux d'activité et pour les journaux d'événements de vos ressources qui seront d'une manière personnalisable et customisée. Et à partir de là, vous pouvez aussi mettre en place des métriques qui peuvent être remontées aussi dans des dashboards.